3 jours après mon mariage, j'ai discrètement transféré la totalité de mon héritage d'1 million de dollars de mon grand-père dans une fiducie, juste par précaution. La semaine suivante, mon mari et ma belle-mère. Tout a changé après ça. Mon mari et sa mère pensaient que mon héritage leur appartenait déjà. Ils avaient tort sur toute la ligne. J'ai découvert le premier mensonge un mardi matin de mars, 8 jours après être revenu de l'enterrement de mon grand-père. Je me tenais dans la cuisine de la maison que nous avions achetée ensemble à Alpharetta, en Géorgie, une maison coloniale de 4 chambres, située dans un cul-de-sac, de 204 mètres carrés, 2200 pieds carrés. Le genre de quartier où les gens se saluent depuis leurs allées et où tout le monde connaît les affaires de tout le monde en 48 heures. Je portais ma robe de chambre grise et tenais une tasse de café qui avait déjà refroidi. Et je regardais le téléphone de mon mari parce qu'il m'avait demandé de vérifier la météo avant de sortir de la douche. Le message texte ne venait pas d'un collègue. Il ne venait pas d'un ami. Il venait d'un contact enregistré sous le nom de M. Real Estate. Et l'aperçu disait, « Lui as-tu déjà parlé du compte ?» Je l'ai lu de la manière dont on lit quelque chose qui ne s'enregistre pas immédiatement. La manière dont votre cerveau doit faire un second passage pour comprendre ce que les mots signifient réellement. Lui as-tu déjà parlé du compte ? J'ai posé le téléphone face vers le bas sur le comptoir. J'ai pris mon café froid et suis resté immobile. Mon mari était dans notre douche à 6 mètres, 20 pieds, de distance. L'eau coulait toujours. De la vapeur s'échappait de sous la porte de la salle de bain. Je ne me suis pas demandé qui était M. Real Estate. Je le savais déjà parce que j'avais été élevé par une femme qui m'avait appris que vos instincts sont la première chose que les gens essaieront de vous enlever. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire est de refuser de les laisser faire. Je refoulais un sentiment précis depuis 11 mois. J'avais maintenant un nom pour ce sentiment. J'ai posé la tasse dans l'évier, suis allé dans la chambre et ai pris mon propre téléphone. J'ai pris une photo de l'écran de son téléphone. L'image était floue, alors j'en ai pris une autre. Puis j'ai remis tout exactement comme je l'avais trouvé, son téléphone face vers le haut, légèrement incliné vers la table de chevet, comme il le laissait toujours. Et je suis retourné à la cuisine et j'ai commencé à faire des œufs. Ce fut le matin où tout a changé. J'avais 34 ans. Nous étions mariés depuis 3 ans et 41 jours. Et à partir de ce moment, chaque chose que je faisais était une préparation. Pour comprendre ce à quoi j'étais réellement confronté, je dois vous dire quelque chose que la plupart des gens ne savent pas de moi. Quelque chose que j'avais gardé secrètement par stratégie depuis avant le mariage. Mon grand-père, Harold Eugene Whitmore, est décédé en février de cette année-là à l'âge de 89 ans. Il avait été ingénieur civil à Charlotte, en Caroline du Nord, pendant 40 ans. Il avait été prudent avec l'argent toute sa vie. Il n'avait jamais possédé de voiture neuve quand une occasion ferait l'affaire. Il n'avait jamais pris de vacances qui ne pouvaient être atteintes en voiture. Il n'avait jamais dépensé d'argent pour quoi que ce soit qu'il ne pouvait pas tenir dans ses mains ou indiquer sur un acte. Quand il est mort, il a laissé derrière lui une somme qui a surpris tous ceux qui le connaissaient. Et cette somme m'est entièrement revenue, à moi, sa seule petite fille du côté de ma mère, parce que ma mère était morte quand j'avais 11 ans, et mon grand-père m'avait élevé à partir de ce moment-là. 1 240 000 $ après homologation testamentaire, après impôts, après les honoraires d'avocat, après que tout ait été réglé et transféré. 1 240 000 $ ont atterri à mon nom la dernière semaine de février. Et dès la première semaine de mars, j'avais discrètement déplacé chaque dollar de cette somme dans une fiducie révocable que j'avais établie avec une avocate spécialisée en droit des successions à Buckhead, une femme nommée Constance Admy, qui m'avait été recommandée par mon ancienne colocataire de collège. Je n'en ai parlé à personne, ni à mon mari, ni à sa mère, ni à aucun ami commun. J'ai donné à la fiducie un nom délibérément ennuyeux, la fiducie familiale Whitmore. Et je l'ai financée sans rien dire. Je veux être clair sur la raison pour laquelle j'ai fait cela. Non pas parce que je n'aimais pas mon mari quand je l'ai épousé. Je l'aimais, ou je croyais l'aimer, ce qui était suffisamment proche à l'époque. Je l'ai fait à cause de quelque chose que sa mère m'avait dit 2 semaines avant le mariage lors du dîner de répétition dans un restaurant de Dunwoody qu'elle avait insisté pour choisir. Elle m'avait prise à part dans le couloir près des toilettes et elle avait dit, avec une chaleur qui n'avait jamais atteint ses yeux en 4 ans que je la connaissais, maintenant que vous officialisez les choses. J'espère que vous vous souviendrez qu'un mariage est un partenariat et que les partenariats signifient que ce qui est à moi est à lui et ce qui est à toi est à lui aussi. Elle a ri en le disant.
J'ai ri en retour, mais j'ai enregistré la remarque. La mère de mon mari s'appelait Patricia Ann Callaway, et elle avait été la présence la plus constante dans notre mariage depuis le jour où nous sommes rentrés de notre lune de miel à Sedona. Elle vivait à 20 minutes de nous dans une maison de 3 chambres à Roswell que mon mari, dont le nom est Derek James Callaway, l'avait aidé à acheter 3 ans avant notre rencontre. Elle venait dîner chez nous sans être invitée. Elle avait une clé de la porte d'entrée que Derek lui avait donnée avant notre mariage et n'avait jamais reprise malgré 2 conversations directes que j'avais initiées à ce sujet. Elle appelait le téléphone portable de Derek en moyenne 4 fois par jour. Elle se référait à la première petite amie de longue date de mon mari, une femme nommée Amanda, que je n'avais jamais rencontrée, avec une chaleur et une spécificité qu'elle ne m'avait jamais accordée en 3 ans de fête de famille. Et elle savait, je vous le dis maintenant, elle savait. Pas tous les détails. Pas au début, mais elle connaissait le compte. Elle connaissait MREA les stats. Et elle avait géré l'information avec précaution. La manière dont une femme gère l'information lorsqu'elle protège simultanément son fils et s'assure qu'elle reste la femme la plus importante de sa vie, quel que soit qui l'a épousée. Derek James Callaway avait 38 ans. Il mesurait un m85, 6'1, et avait les épaules larges, avec des cheveux foncés qu'il portait très soigneusement coupés et un sourire qui semblait sincère à un m80, 6 pieds, de distance. Il travaillait dans l'immobilier commercial, y travaillait depuis 12 ans, avait sa propre petite entreprise à Midtown Atlanta, 3 employés, une liste de clients qu'il jugeait impressionnante et gardait précieusement. Il avait une façon d'entrer dans une pièce qui faisait que les gens le remarquaient. Il avait une façon de parler aux étrangers qui leur donnait l'impression d'avoir trouvé un nouvel ami. C'était le genre d'homme qui, de l'extérieur, semblait avoir tout en ordre. Et pendant longtemps, j'ai cru que l'apparence était réelle. Je m'appelle Elena Grace Whitmore Callaway, bien que je n'ai pas utilisé le nom Callaway depuis plus d'1 an. J'ai 35 ans. Avant de rencontrer Derek, j'avais passé 6 ans à travailler comme experte comptable judiciaire. D'abord pour une firme régionale à Charlotte, puis pour un groupe de conseil à Atlanta qui traitait les enquêtes sur la fraude et l'analyse financière matrimoniale. Je veux que vous reteniez ce détail car il est plus important que presque tout le reste dans cette histoire. Je sais comment l'argent circule. Je sais comment il se cache. Je sais comment le trouver. J'avais quitté ce travail quand Derek me l'avait demandé, environ 14 mois après le début de notre relation. Il l'avait dit calmement avec un cadrage pratique que j'aurais dû reconnaître comme le premier mouvement de quelque chose de plus grand. Son emploi du temps était exigeant. Il a dit que quelqu'un devait gérer le ménage et bien le gérer. Il construisait quelque chose et il avait besoin d'une partenaire disponible, pas d'une partenaire qui gérait la crise financière de quelqu'un d'autre à 11 h un mardi. Il l'a dit comme si c'était logique. Je l'ai dit comme si c'était temporaire. Nous nous mentions tous les deux, et un seul de nous le savait. J'avais renoncé à 82 000 $ de revenus par an. J'avais renoncé à mon réseau professionnel, à mes collègues, à la petite satisfaction quotidienne de faire un travail pour lequel j'étais vraiment doué. Je l'avais remplacé par la gestion d'un foyer, la participation à des événements sociaux où je représentais les intérêts de Derek, et je devenais lentement de moins en moins certaine de mes propres perceptions. Parce que Derek avait une façon de répondre à mes préoccupations qui faisait que mes préoccupations semblaient être des preuves d'instabilité plutôt que des preuves de problèmes réels. Cette technique a un nom. Le nom est gaslighting. Je le sais maintenant avec une précision clinique. Au cours des 11 mois précédant la découverte de ce message texte, voici ce que j'avais remarqué et ce dont on m'avait dissuadé de remarquer. Derek avait commencé à travailler tard avec une régularité qui ne correspondait à aucune augmentation d'activité que je pouvais observer. Il avait changé le mot de passe de son téléphone personnel, ce qu'il n'avait jamais fait au cours des 2 premières années de notre mariage. Il avait commencé à garder son sac d'ordinateur portable fermé et placé de son côté du placard plutôt que de le laisser ouvert sur le bureau comme il l'avait toujours fait. Il avait eu 3 dîners avec des clients distincts en l'espace de 4 semaines. J'avais vérifié les emplacements des restaurants avec la fermeté de quelqu'un qui commençait à comprendre ce qu'elle cherchait. Et 2 des 3 restaurants se trouvaient dans des quartiers de Buckhead qui ne contenaient aucune propriété commerciale dans le portefeuille actif de son entreprise. Lorsque j'ai soulevé le schéma avec précaution en utilisant un langage neutre, en présentant des observations plutôt que des accusations, Derek m'avait regardé avec ce que je ne peux décrire que comme une patience jouée. Il m'avait dit, « Elena, je t'aime, mais ce n'est pas une façon saine d'être en couple. J'ai une entreprise. Cette entreprise exige du temps passé avec les clients. Si tu as besoin que je sois à la maison à 1 heure précise pour le dîner,
je ferai de mon mieux pour gérer cela, mais je ne vais pas m'excuser de bien faire mon travail. Et Patricia était là pour cette conversation. Elle était là pour le dîner, comme elle l'était si souvent, et elle m'avait jeté un regard par-dessus l'épaule de Derek qui était très précisément calibré pour suggérer que j'étais déraisonnable. J'ai cessé de soulever le schéma à voix haute. J'ai commencé à tout écrire. J'ai gardé une note sur mon téléphone, verrouillée par un mot de passe séparé, intitulé simplement « Journal de maintenance ». Parce que je savais que Derek regardait occasionnellement mon téléphone, non pas en demandant, mais par la manière particulière dont il le manipulait lorsqu'il était à proximité. La désinvolture exercée de quelqu'un qui l'avait fait suffisamment de fois pour ne plus cacher l'habitude. La note se lisait comme un dossier de gestion immobilière. Entrée du 14 février. D est rentré à 22h47. A dit que le dîner client avait duré longtemps. Vérifié. Aucune réunion confirmée dans le calendrier partagé. Entrée du 21 février. Sac d'ordinateur portable déplacé du bureau au placard. Nouvelle position. Fermé et face au mur. Entrée du 1er mars. A reçu un appel pour une vente à 19h15. Est sorti pour le prendre. Est revenu 11 minutes plus tard. A dit que c'était un entrepreneur. Le matin où j'ai trouvé le message de M Real Estate. J'avais 4 mois d'entrée dans cette note. 41 entrées. J'avais construit un dossier sans décider consciemment de le construire parce que la partie de mon cerveau qui avait été entraînée à suivre les anomalies financières avait simplement commencé à appliquer la même discipline aux anomalies comportementales. Je suis comptable par formation et par nature. Je suis les choses. J'ai remarqué que je faisais cela environ 2 mois après et j'ai pris la décision délibérée de continuer. Cette décision est la raison pour laquelle tout s'est passé comme ça. La semaine après avoir trouvé le message, je n'ai rien changé de visible. J'ai préparé le dîner. J'ai assisté à une réunion d'association de quartier. Je suis allé chez Patricia le samedi pour ce qu'elle appelait le déjeuner familial, un rituel qui avait été établi avant que je n'entre dans le tableau et auquel je n'avais jamais réussi à m'opposer. Et je me suis assise à sa table de cuisine, j'ai mangé de la salade de poulet et je les ai regardés interagir tous les deux. Et j'ai compris avec une clarté froide et très spécifique que je ne regardais pas une mère et son fils. Je regardais 2 personnes qui avaient un projet commun et ce projet n'était pas moi. Patricia a fait un commentaire à ce déjeuner que j'ai rejoué maintes fois depuis. Elle parlait d'une de ses amies dont la fille venait de finaliser un divorce et elle a dit, tu sais, le plus triste dans le divorce, c'est comment ça affecte les enfants. Certaines femmes n'y pensent juste pas quand elles commencent à avoir des idées. Elle l'a dit à sa salade de poulet, pas à moi, mais nous savions toutes les deux à qui elle parlait. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je me suis assise sur le rebord de la baignoire de Patricia pendant exactement 90 secondes. J'ai respiré. J'ai pensé au numéro de téléphone de Constance, que j'avais mémorisé 6 semaines auparavant. J'ai pensé à ce que j'avais déjà et à ce dont j'avais encore besoin. Puis je me suis lavé les mains et je suis retourné à table, j'ai complimenté la salade de poulet de Patricia et j'ai demandé si elle voulait de l'aide pour la vaisselle. Ce soir-là, j'ai appelé Constance. Je lui ai dit que j'avais besoin de comprendre la structure de fiducie que j'avais établie et que j'avais des questions supplémentaires sur la propriété matrimoniale en Géorgie. Elle m'a posé 3 questions. J'ai répondu aux 3. Il y a eu une pause et puis elle a dit, « Elena, j'aimerais que vous parliez aussi à quelqu'un que je connais. Il s'appelle Marcus Webb et c'est un avocat spécialisé en droit de la famille. C'est la personne la plus minutieuse que je connaisse dans une pièce avec des documents financiers. » J'ai dit, « Donnez-moi son numéro. » Elle me l'a donné. Je l'ai appelé le lendemain matin à 8h avant que Derek ne soit réveillé. Le bureau de Marcus Webb se trouvait dans un immeuble sur Peachtree Road, au 8e étage, avec une vue sur Piedmont Park qui semblait agressivement calme étant donné les conversations qui devaient avoir eu lieu dans cette pièce. Il avait 52 ans, était mince, portait des lunettes de lecture poussées sur sa tête jusqu'à ce qu'il en ait besoin, et avait une manière si calme et précise qu'il fallait environ 10 minutes pour comprendre que derrière le calme, il y avait quelque chose de très aiguisé. Son assistante m'a offert du café à mon arrivée. J'ai accepté. Mes mains étaient complètement immobiles. J'ai exposé ce que j'avais dans l'ordre où je l'avais, le message de M Real Estate, le journal de comportement avec 41 entrées, l'observation sur les dîners à Buckhead. Les 3 occasions spécifiques où Derek m'avait dit qu'il était quelque part où j'avais pu vérifier indirectement qu'il n'était pas Marcus à écouter sans m'interrompre. Il a pris 2 notes sur un bloc-notes juridique.
Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a dit « Madame Whitmore Callaway, depuis combien de temps suivez-vous cela ?» 4 mois, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. Il a dit « Vous aurez besoin de plus. » Non pas parce que ce que vous avez n'est pas significatif. C'est en fait assez organisé, mais parce qu'en Géorgie, le divorce sans faute ne nécessite pas de preuve d'infidélité pour être prononcé. Et si vous voulez que la situation financière tourne en votre faveur, ce dont vous avez réellement besoin est une preuve de dissipation des actifs matrimoniaux. Comprenez-vous la distinction? Oui, ai-je dit. Il a dit, bien. Alors parlons de ce que vous allez chercher. Cette réunion a duré 2h14. Je suis parti avec une liste de types de documents que je devais localiser ou photographier. Relevé bancaire des comptes au nom de Derek uniquement. Relevé de cartes de crédit que je n'avais jamais vues. Registres commerciaux de l'entreprise, en particulier toutes les dépenses codées comme divertissement client, registre de propriété, registre de véhicule, police d'assurance, sa facture de téléphone portable, qui était à son nom et avait toujours été séparée des comptes du ménage parce que, comme Derek l'avait expliqué il y a 3 ans, l'entreprise payait le téléphone et il était plus simple de le garder hors des finances communes. J'avais accepté cette explication de la même manière que j'avais accepté un certain nombre de choses qui semblaient administratives à l'époque. J'ai commencé la deuxième phase de ma préparation cette semaine-là. Derek a voyagé pendant 2 nuits début avril, un voyage à Charlotte pour ce qu'il a dit être une visite de site pour un client développeur. Et pendant qu'il était parti, j'ai photographié chaque document auquel je pouvais accéder dans la maison. Son classeur était verrouillé, mais la clé se trouvait sur un anneau dans son tiroir de bureau qu'il n'avait jamais caché parce qu'il n'avait jamais cru que je cherchais. J'ai trouvé des relevés pour un compte courant personnel Chase dont j'ignorais l'existence. J'ai trouvé des relevés pour une carte American Express à laquelle je n'avais aucun accès. J'ai trouvé un contrat de location. Je vais le répéter. J'ai trouvé un contrat de location. C'était pour un appartement d'une chambre dans un immeuble à Virginia Island. Le genre d'immeuble avec une terrasse sur le toit, une salle de sport et un concierge. Le genre d'immeuble où le loyer mensuel était de $3 400. Le bail était au nom de Derek. Il était actif depuis 14 mois. Il était payé depuis le compte Chase dont j'ignorais l'existence, lequel était alimenté par des transferts depuis le compte professionnel. Des transferts enregistrés comme dépenses de liaison client pour des montants allant de $2 000 à $5 000 par mois. Je me suis assise sur le sol du bureau à domicile de Derek avec ce contrat de location entre les mains. J'étais très immobile. La maison sentait le désodorisant électrique dans le couloir, du citron et quelque chose de synthétique en dessous. Et dehors, par la fenêtre, j'entendais le chien d'un voisin aboyer 2 fois puis s'arrêter. J'ai pris des photographies de chaque page du bail. J'ai remis les documents exactement comme je les avais trouvés. J'ai verrouillé le classeur et remis la clé dans le tiroir du bureau. Je suis resté assise 1 minute de plus. J'ai pensé, 14 mois. Il finançait un appartement à Virginia Island depuis 14 mois. Alors que nous étions mariés depuis 37 mois, alors que je gérais cette maison et représentais son image professionnelle et assistais aux déjeuners familiaux de Patricia, et perdais lentement, méthodiquement, mon sens de la réalité, je me suis levé. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé le dîner. Le contact enregistré sous le nom de M-Real Estate avait un numéro de téléphone. J'ai entré ce numéro dans un service de recherche inversé que j'avais utilisé professionnellement pendant des années. Le nom qui est apparu était Monica Lind. J'ai trouvé son profil LinkedIn en 40 secondes. Elle avait 31 ans. Elle travaillait comme agent immobilier agréé dans une entreprise de la région. Elle avait des cheveux roux foncés et une photo de profil professionnel où elle souriait devant un panneau vendu. Elle était dans son entreprise actuelle depuis 2 ans. Avant cela, elle avait travaillé dans une autre entreprise, l'un des contacts professionnels de Derek, une société de développement avec laquelle il avait fait des affaires avant que nous ne soyons mariés. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés. Et voici ce qu'il en est de Monica Lind que je veux que vous compreniez clairement car c'est ce qui a fait que ce que j'ai fait ensuite a semblé non seulement approprié mais nécessaire. Monica Lind n'était pas une figure passive. Ce n'était pas une femme qui avait été trompée sur le statut matrimonial de Derek. Dans la conversation textuelle que j'ai finalement vue en entier, et j'y viendrai. Elle savait parfaitement que Derek était marié. Elle m'avait nommé par mon nom à au moins 3 occasions distinctes. Elle avait dit à Derek dans un message texte, 7 mois avant que je ne trouve le premier,
qu'elle ne comprenait pas pourquoi il traînait encore les pieds parce que, tu sais que ta mère a raison et qu'elle va juste poser problème. Elle avait utilisé l'appartement de Virginia Island comme base. Elle avait assisté avec Derek à 2 événements que j'ai pu vérifier par des photographies sur ses réseaux sociaux. Des événements de la communauté immobilière d'Atlanta, des événements où Derek m'avait dit qu'il travaillait tard ou qu'il rencontrait des clients. Et Patricia le savait. Patricia ne le savait pas seulement. Patricia l'avait activement encouragé. Dans cette même conversation textuelle, il y avait un message de Derek à Monica qui disait « Ma mère pense que c'est le moment. » Je lui ai montré les documents de la fiducie. Elle dit « Si nous faisons ça correctement, le moment est opportun. » Ce message était daté de 11 jours après mon retour des funérailles de mon grand-père. 11 jours après que je sois rentré de Charlotte, après avoir discrètement transféré $1 240 000 dans la fiducie familiale Whitmore avec Constance admis comme fiduciaire. J'ai médité là-dessus pendant longtemps. Derek avait parlé de l'héritage à Patricia. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il lui en avait parlé et tous deux avaient évalué la situation ensemble et la conclusion qu'ils avaient atteinte. Ma mère dit que le moment est opportun. C'était donc le moment d'agir 11 jours après avoir enterré mon grand-père, 11 jours après que le seul membre de ma famille qui me restait au monde ait été mis en terre. Je veux être précise sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là car je pense que la précision est importante ici. Je n'étais pas dévasté. J'avais dépassé la dévastation 6 semaines plus tôt lorsque j'avais commencé à comprendre la forme de ce à quoi j'étais confronté. Et j'en étais sorti pour atteindre quelque chose de plus dur, de plus froid et de bien plus utile. Ce que j'ai ressenti était une sorte de clarté que je ne peux comparer qu'à la sensation d'une lentille qui se met au point parfaite. Tout ce qui avait semblé légèrement flou pendant 3 ans, les petites réprimandes, les conversations gérées, les déjeuners où les commentaires de Patricia tombaient un peu de travers, la version de moi qui continuait à s'adapter et à s'accommoder et à supposer la bonne foi. Tout cela s'est résolu en une seule image claire. J'ai vu exactement ce que je regardais. J'ai appelé Marcus Webb le lendemain matin. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Il est resté silencieux un instant puis a dit « Envoyez-moi des photographies de tout ». Je lui ai envoyé 29 photographies. Il m'a rappelé dans l'heure et a dit « Elena, vous devez aussi parler à quelqu'un qui peut faire une expertise comptable judiciaire complète des finances de l'entreprise de Derek. J'ai quelqu'un à qui je réfère mes clients. Elle s'appelle Diane Kowalski et elle fait ce travail depuis 22 ans. » J'ai dit « Quand puis-je la rencontrer ?» 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Diane Kowalski dans un immeuble à Marietta. Elle avait 58 ans, les cheveux argentés courts et un bureau qui ne contenait rien d'autre qu'un bloc-notes juridique, un stylo et son téléphone. Elle a regardé les photographies que j'avais prises avec l'attention exercée de quelqu'un qui a vu cette catégorie de documents des centaines de fois. Elle m'a demandé le nom de l'entreprise de Derek et le nom de la banque commerciale. Elle m'a demandé les années pendant lesquelles l'entreprise avait été opérationnelle. Elle m'a demandé si Derek et moi avions un compte joint et à quoi servait ce compte joint. J'ai répondu à toutes les questions. Elle a pris des notes. À la fin, elle a dit « J'aurai besoin de 30 jours et j'aurai besoin d'une assignation, que votre avocat pourra déposer dans le cadre de la découverte une fois que les procédures auront été initiées. » Ce que je peux vous dire tout de suite, d'après ce que vous m'avez montré, c'est que le schéma de transfert du compte professionnel est cohérent avec ce que j'appellerais le « bouclier d'actifs », c'est-à-dire le déplacement d'argent de manière à réduire le patrimoine matrimonial visible. Est-ce cohérent avec votre propre lecture de ces documents? J'ai dit, oui, c'est exactement cohérent. Elle a dit, bien. Alors nous partons du même endroit. Si vous regardez ceci et que vous êtes au milieu de quelque chose qui ressemble à ce que je décris, la prise de conscience insidieuse, les instincts ignorés, la gestion prudente de votre perception, je veux que vous l'entendiez clairement. Laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne car cette histoire n'est même pas à mi-chemin. Et ce qu'Elena a trouvé dans le rapport de Diane Kowalski changera toutes vos suppositions sur la destination réelle de l'argent. Chaque dollar. Restez ici. Les semaines entre cette réunion et ce que j'appellerais la première phase d'exécution ont été les semaines les plus étranges de ma vie d'adulte. Je jouais un mariage que j'avais déjà décidé de terminer. Je préparais le dîner et assistais à des événements et répondais aux appels de Patricia et dormais dans un lit à côté d'un homme qui planifiait avec sa mère et sa petite amie comment synchroniser l'extraction de mon héritage avec une efficacité maximale. Et je faisais tout cela avec un visage complètement impassible. J'étais devenu très doué pour l'impassibilité. Le mariage m'y avait entraîné.
Il y a eu des incidents spécifiques pendant ces semaines que j'ai classés avec la précision froide que j'avais développée. En avril, Derek m'a dit qu'il devait consolider certaines finances de l'entreprise et avait déplacé 32 000 $ d'une ligne de crédit qui était garantie conjointement, garantie en partie par la valeur nette de notre maison, vers ce qu'il a décrit comme un compte d'exploitation professionnelle. Il l'a dit avec désinvolture. J'ai dit, bien sûr, tout ce dont tu as besoin. J'ai fait une capture d'écran de la notification bancaire apparue dans mon application de compte joint à 9h47 ce matin-là. Je l'ai transmise à Marcus. Marcus a dit, notez. Ce sera un poste important. Patricia est venue dîner un jeudi fin avril. Elle a apporté une bouteille de vin rouge qu'elle a posée sur la table avec le geste spécifique de quelqu'un qui établit la possession d'un espace. Au cours de ce dîner, elle a fait 3 commentaires que je vais vous décrire précisément parce que je veux que vous compreniez à quoi ressemblait la version de la subtilité de cette femme. Le premier concernait un couple qu'elle connaissait dont le divorce avait traîné pendant 2 ans parce que la femme avait compliqué les choses. Le second concernait une femme de son groupe d'église dont les enfants avaient souffert parce que la mère avait décidé que ses sentiments étaient plus importants que la stabilité. Le troisième était de me regarder directement quand elle a dit « Certaines femmes ne savent juste pas quand elles ont une bonne chose ». J'ai rempli son verre de vin. Je lui ai demandé si elle voulait plus de poulet. Derek a observé cet échange avec une sorte de neutralité exercée que je reconnais maintenant comme la neutralité de quelqu'un qui gère 2 réalités simultanées et qui est très concentré à les empêcher de se heurter. Il savait que je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce qui se passait. Il le croyait. Il n'avait aucune raison de ne pas le croire. Il ne savait pas que la semaine précédente, j'avais longuement parlé à Priya Neyé, qui avait été ma collègue la plus proche au cabinet d'expertise comptable judiciaire et qui était restée l'une de mes amies les plus proches pendant 6 ans. Priya m'avait écouté sans m'interrompre pendant environ 20 minutes. Puis elle avait dit, d'accord, alors que faisons-nous en premier? C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Pas, qu'allez-vous faire, comme si l'attente n'était que la mienne. Mais, que faisons-nous en premier? Priya avait des contacts auxquels je n'avais plus accès direct. Elle a passé des appels. Elle m'a aidé à comprendre l'ampleur de ce qu'une enquête d'expertise comptable judiciaire sur une petite entreprise immobilière commerciale donnerait, à quoi ressemblait le calendrier et quels étaient les documents essentiels. Elle a posé des questions difficiles sur la structure de la fiducie, si Derek y avait accès, s'il pouvait y prétendre. Je lui ai parlé de Constance Admis. Priya a dit, alors cette partie est sûre. Concentrons-nous sur ce qui ne l'est pas. C'était la première fois depuis très longtemps que je ne me sentais pas seul à gérer une situation. Je veux vous parler de la nuit spécifique de mai où j'ai franchi ce que je considère comme la dernière ligne intérieure, la ligne entre observer et agir. Derek était sorti, ce à quoi je m'étais habitué les mardis soirs, et j'étais assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et mes notes et un verre de vin que j'avais versé et que je n'avais pas touché. Je regardais la somme totale de ce que j'avais accumulé. 41 entrées de journal de comportement, 29 photographies de documents financiers, un contrat de location, une partie de conversation textuelle, le nom du contact MREAL et Stat, les dates de 6 événements spécifiques où je pouvais situer Derek dans des endroits qu'il ne m'avait pas divulgués. Et la connaissance maintenant documentée du transfert de 32 000 $. J'ai pensé à qui j'avais été lorsque j'avais épousé Derek. J'avais 31 ans, récemment arrivée à Atlanta, bonne dans mon travail, solvable, indépendante, en possession d'un sens très clair de ce que je voulais et de ce que je valais. J'avais trouvé Derek charmant de la manière dont on trouve une chose bien construite charmante. Il y avait de l'artisanat là-dedans, du véritable artisanat, et j'avais apprécié l'artisanat sans remettre adéquatement en question sur quoi il était bâti. Mon grand-père l'avait apprécié de la manière modérée dont mon grand-père aimait la plupart des gens qu'il ne connaissait pas depuis 20 ans. Mon grand-père m'avait dit 2 mois avant que je ne me fiance, il semble capable. Je veux que tu sois heureuse, Ellie. Je veux que tu sois prudente en même temps. J'avais dit, oui, grand-père. Je serai prudente. Je n'avais pas été assez prudente. L'héritage avait été ce qu'ils attendaient. Je l'ai compris maintenant avec une complétude qui donnait un sens à tout le reste. Les 14 mois de l'appartement de Virginia Island coïncidaient presque exactement avec la période où Derek avait appris de sa mère, grâce à des conversations qu'elle avait apparemment eues avec des personnes qui connaissaient la situation de mon grand-père. Que Harold Whitmore était en déclin de santé et qu'Helena Whitmore Callaway était l'unique bénéficiaire de sa succession. Ils avaient été patients. Ils avaient maintenu le mariage. Ils m'avaient géré,
géré le calendrier et attendu. Et Patricia avait été l'architecte de cette patience. C'était elle, je le confirmerai plus tard, qui avait dit à Derek, ne fais rien encore. Attends que l'argent arrive. Attends qu'elle se soit remise de son chagrin. Ensuite, nous agirons. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Marcus Webb. Il était 21h15 un mardi soir. Il a répondu à la deuxième sonnerie car je lui avais dit 2 semaines plus tôt que si j'appelais en dehors des heures de bureau, c'était important. J'ai dit, Marcus, je veux initier. Je veux déposer. Je veux commencer le processus de découverte et je veux le faire selon un calendrier qui empêche tout autre mouvement d'actifs commun avant que les procédures ne soient officiellement lancées. Il a dit qu'il pouvait déposer une requête en injonction préliminaire sur les comptes joints d'ici jeudi. J'ai dit de le faire. Il a dit, Elena, avant de continuer, je dois confirmer une dernière fois. Vous comprenez que ce n'est pas réversible dans un sens pratique. J'ai dit, je le comprends depuis 4 mois. Il a dit, d'accord, alors parlons de jeudi. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le dire. Au cours des 3 semaines suivantes, tandis que le mécanisme juridique commençait à se mettre en marche d'une manière que Derek ne pouvait pas encore percevoir, l'enquête d'expertise comptable judiciaire de Diane Kowalski produisait des résultats. Marcus avait déposé une demande de découverte, et les assignations avaient été signifiées à la banque professionnelle de Derek et à Chase, où le compte personnel que j'avais photographié était détenu. Les réponses ont commencé à arriver. Diane m'appelait 2 fois par semaine, les mercredis après-midi et les samedis matins, pour me détailler ce que les documents révélaient. Ce qu'ils révélaient était ceci, Derek transférait de l'argent du compte d'exploitation professionnelle vers le compte personnel Chase à intervalles irréguliers depuis 22 mois. Le total des transferts pendant cette période était de 167 000 $. Ces transferts avaient été codés dans les registres de l'entreprise comme « divertissement client » et « frais de déplacement pour évaluation de site ». Des catégories qui généraient un examen minimal dans une petite entreprise où Derek était à la fois le principal pourvoyeur de revenus et le principal comptable. Sur ces 167 000 $, environ 78 000 $ étaient allés à l'appartement de Virginia Island, loyer, ameublement, une place de parking, un abonnement à une salle de sport que Derek avait apparemment offert à Monica, 2 ensembles de nouveaux appareils ménagers livrés le premier mois du bail. Les 89 000 $ restants étaient allés sur un 3e compte, un compte de courtage auprès d'une firme dont je n'avais jamais entendu parler, au nom de Derek uniquement, détenant des investissements d'une valeur actuelle d'environ 94 000 $. Le compte de courtage. J'ai reçu cette information un mercredi après-midi fin mai, assise dans ma voiture sur le parking d'un Whole Foods parce que j'avais quitté la maison pour une course que je n'avais aucune intention de faire. Et je savais que si j'entendais ce que Diane pourrait me dire pendant l'appel, il serait préférable de l'entendre dans un endroit où je pourrais m'asseoir tranquillement après. Je me suis assise, le téléphone à l'oreille, écoutant Diane expliquer la structure du compte et le calendrier des investissements. Et j'étais consciente de ma propre respiration et du son d'un chariot de supermarché poussé devant ma voiture et de la qualité spécifique de la lumière de l'après-midi à travers le pare-brise. Et j'enregistrais chaque mot. 94 000 $ cachés dans un compte de courtage alimenté par des actifs matrimoniaux, transformés en 22 mois en un pécule que Derek avait apparemment destiné, selon Diane, à servir de base financière après le divorce ou plus précisément, après Elena, puisque le plan semblait avoir été que le divorce. Lorsqu'il arriverait, se ferait selon les conditions de Derek et son calendrier, après que l'héritage ait été récupéré. L'héritage auquel il ne pouvait pas accéder parce qu'il se trouvait dans la fiducie familiale Whitmore avec Constance admis comme fiduciaire et mon nom dessus et absolument aucune voie légale pour Derek ou Patricia ou quiconque leur étant associé pour toucher un seul dollar de cette somme. Je veux prendre un instant ici et dire quelque chose directement. Je sais que certaines personnes en entendant cette histoire pourraient se demander si j'étais froide, si la délibération de ce que je faisais, la patience, la documentation, le refus d'affronter avant d'être prête était une sorte de cruauté. Je veux répondre honnêtement. Je n'étais pas froide. J'étais contenue. Il y a une différence. Il y avait des nuits où je pleurais avec un chagrin spécifique qui n'avait rien à voir avec Derek et tout à voir avec la version de l'avenir à laquelle j'avais cru. La version où mon grand-père était mort et j'avais utilisé son héritage pour construire quelque chose avec une personne qui m'aimait vraiment. Ce chagrin était réel. Je l'ai laissé exister dans son propre espace, séparé de mon travail, parce que j'avais appris dans les années précédant ce mariage et encore plus intensément pendant celui-ci que le chagrin et la stratégie sont tous deux plus efficaces lorsqu'ils ne sont pas mélangés.
Je n'étais pas cruel. Ce que je faisais était précis. La précision n'est pas la cruauté. La documentation n'est pas la vengeance. Je me protégeais avec les outils que j'avais parce que l'alternative était d'être sans protection et j'avais essayé d'être sans protection pendant 3 ans. La première semaine de juin, Derek est venu dîner un dimanche avec une sorte d'attention accrue que j'ai reconnue comme la vigilance spécifique de quelqu'un qui a senti un changement sans pouvoir le localiser. Il me regardait différemment, non pas avec l'évaluation de quelqu'un qui planifie quelque chose, mais avec la légère lassitude de quelqu'un qui se demande si son plan est toujours intact. Il m'a demandé avec une désinvolture étudiée si j'avais récemment parlé à quelqu'un de la succession de mon grand-père. J'ai dit, j'ai parlé avec l'avocat spécialisé en succession pour finaliser quelques détails. Administration standard, il a hoché la tête. Il a dit, bien, bien. Et à combien s'élève la succession à ce stade, après tout? J'ai dit, je crois que l'avocat est toujours en train de finaliser les chiffres. Il a hoché la tête à nouveau. Sa mère m'a appelé ce même soir, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle a appelé mon portable personnel, pas le téléphone de la maison. Et elle a dit très chaleureusement, très soigneusement qu'elle avait pensé à moi et voulait s'assurer que j'allais bien après tout ce qui s'était passé avec mon grand-père. Et qu'elle et Derek voulaient que je sache que s'il y avait quoi que ce soit qu'ils pouvaient faire pour me soutenir, ils étaient là. Je les remerciais. J'ai dit que je m'en sortais bien. J'ai dit que c'était très attentionné de sa part d'appeler. J'ai raccroché le téléphone et j'ai envoyé un SMS à Marcus. Patricia m'a appelé directement ce soir pour s'informer de la succession. Il a répondu par SMS 3 minutes plus tard, documenté l'heure et le contenu de l'appel. J'avais déjà. Le jeudi suivant, Marcus a déposé la requête en divorce auprès de la Cour supérieure du comté de Fulton. Il l'a déposée avec une motion de soutien pour une injonction préliminaire, gelant les comptes joints et demandant une ordonnance de divulgation d'urgence pour tous les comptes au nom de Derek individuellement et au nom de son entreprise. Il a signifié à Derek les documents à son bureau à 14h45 par l'intermédiaire d'un huissier de justice pendant que Derek était en réunion avec 2 de ses employés. Je sais ce qui s'est passé lors de cette réunion parce que l'une des employées de Derek, une jeune femme nommée Jordan Elkin, qui travaillait pour l'entreprise depuis environ 1 an et n'avait jamais aimé Derek. De la manière dont certaines personnes enregistrent simplement une incompatibilité de caractère avec une personne et portent cette reconnaissance discrètement, m'a appelé 2 jours plus tard. Jordan et moi nous étions rencontrés 2 fois lors d'événements de l'entreprise. Elle a dit, Elena, je ne sais pas si c'est approprié de ma part, mais je veux que tu saches que ce qui s'est passé dans ce bureau jeudi était, elle a marqué une pause, précisant, pour beaucoup de gens. J'ai dit, merci d'avoir appelé, Jordan. J'apprécie. Le choc de Derek, sa qualité spécifique, m'a été décrit plus tard par Marcus, qui avait été en contact avec l'avocat de Derek et avait une idée générale de l'état de Derek. Il ne s'y était pas attendu. Il s'attendait à ce que je ne sache pas, ou que je sache et que je vienne le voir en premier pour initier la conversation qu'il serait alors capable de gérer. Il ne s'attendait pas à une requête. Il ne s'attendait pas à l'injonction. Il ne s'attendait absolument pas aux assignations de découverte qui sont arrivées à sa banque professionnelle le vendredi matin et qui nommaient spécifiquement le compte personnel Chase et le compte de courtage. Il m'a appelé 4 fois ce jeudi soir-là. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale. Le 4e message vocal disait d'une voix qui avait perdu toute qualité exercée, « Elena, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. » J'ai écouté ce message vocal une fois, puis je l'ai transmis à Marcus comme documentation de tentative de contact en dehors du processus légal. Patricia m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu à ces appels non plus. Monica Lindem Real Estate m'a envoyé un message texte qui disait « Je pense que nous devrions parler ». Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai transmise à Marcus. Je me suis couché à 22h. J'ai dormi 7 heures sans me réveiller. La pièce était calme et l'air était frais, et j'avais fait ce que j'avais à faire, et le matin allait arriver quoi qu'il arrive. Dans les 48 heures suivant le dépôt, Derek avait engagé un avocat en droit de la famille nommé Carl Benson, un homme que Marcus a décrit sans émotion visible comme quelqu'un qui travaille principalement au volume et est peu susceptible d'être adéquatement préparé à ce que nous avons documenté. Carl Benson a appelé Marcus et a passé la première partie de l'appel à tenter de caractériser le dépôt comme précipité et l'injonction comme un abus de pouvoir.
Marcus a envoyé à Carl Benson le dossier initial de documentation, les 41 entrées du journal de comportement organisé par date, les photographies des relevés Chase, les photographies des relevés American Express, le contrat de location de l'appartement de Virginia Island et les conclusions préliminaires de l'analyse judiciaire de Diane Kowalski. Carl Benson a demandé 2 semaines pour examiner les documents. Marcus lui a donné 10 jours. Pendant ces 10 jours, Derek est venu à la maison. Sa clé fonctionnait toujours. Un mardi soir, quand il savait que je serais à la maison, j'ai entendu la porte et je suis entré dans le salon et je l'ai regardé. Il avait l'air pour la première fois de ma mémoire, véritablement diminué. L'assemblage s'était défait d'une manière spécifique. Il a dit, « Elena », j'ai dit, « Je pense que tu devrais parler à ton avocat ». Il a dit, « S'il te plaît, pouvons-nous juste parler ?» J'ai dit, « Derek, il n'y a rien que tu puisses me dire dans cette pièce que mon avocat ne sache pas déjà, et plus encore. Tu devrais parler à Carl. » Il m'a regardé fixement. J'ai soutenu son regard sans ciller. Il est parti. J'ai changé les serrures le lendemain matin. 3 semaines après le début du processus de découverte, Diane Kowalski a achevé son rapport d'expertise judiciaire complet. Il faisait 47 pages. J'ai lu chaque page. En plus des 167 000 $ de transfert du compte professionnel, le rapport documentait les 14 cas suivants de dépenses personnelles facturées sur des cartes de crédit professionnelles et déduites comme dépenses professionnelles, totalisant environ 31 000 $. Un véhicule, un Range Rover Sport de 2021, immatriculé au nom de l'entreprise de Derek et utilisé entièrement à des fins personnelles, y compris des trajets vérifiables vers Virginia Island, Decatur et Roswell sur une période de 11 mois. Un schéma de retrait d'espèces, des retraits systématiques de 2 000 $ du compte Chase toutes les 3 semaines pendant les 14 mois précédents, totalisant 40 200 $ et que Diane a qualifié de cohérent avec la création délibérée d'un fonds liquide intraçable. La dissipation totale documentée des actifs matrimoniaux, l'argent qui aurait dû faire partie du patrimoine matrimonial et qui avait été déplacé, caché ou frauduleusement catégorisé, s'élevait à 238 000 $, sans inclure l'appréciation du compte de courtage. 238 000 $ dans un mariage qui avait duré 3 ans et 41 jours. Je suis resté longtemps avec ce chiffre. Puis j'ai appelé Priya. Elle a répondu en une seule sonnerie. Elle a dit, « Qu'ont-ils trouvé ?» Je lui ai dit. Il y a eu un long silence sur la ligne. Puis elle a dit, « Elena, je suis si contente que tu aies appelé Constance quand tu l'as fait. » J'ai dit, « Moi aussi. » La médiation était prévue pour un lundi d'août, 8 semaines après le dépôt initial. La session s'est tenue dans une salle de conférence d'une firme au 14e étage d'un immeuble du centre-ville d'Atlanta avec des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient au nord vers Buckhead et une table pouvant accueillir 12 personnes et qui abritait ce matin-là 4 avocats, un médiateur, une experte comptable judiciaire et les 2 parties à un divorce. Derek est arrivé avec Carl Benson et avait l'air d'un homme qui avait passé 8 semaines à comprendre à quel point il avait mal interprété sa situation. Il portait un costume qui lui allait bien et était clairement destiné à projeter de la confiance, et il ne projetait rien d'autre que l'effort de projection. Il ne m'a pas regardé directement. Patricia n'était pas là. Elle n'avait pas été nommée dans la requête. Pas encore. Mais sa présence se faisait sentir dans la pièce par la tension spécifique autour de la mâchoire de Derek lorsque certains sujets étaient abordés. La médiatrice était une femme nommée Renée Forsythe, âgée de 60 ans, avec une manière à la fois complètement neutre et légèrement impatiente face à l'inefficacité. Elle a ouvert la session en lisant le résumé de la découverte dans le dossier. Marcus avait organisé la documentation en 6 catégories qu'il a présentées séquentiellement. Catégorie 1, l'appartement de Virginia Island, 14 mois, dépenses totales de 78 000 $ financées avec des actifs matrimoniaux transférés via le compte d'exploitation professionnelle. Document justificatif, le contrat de location, 14 mois de relevé bancaire, preuve de la présence du Range Rover à l'adresse de l'immeuble à 37 dates distinctes, tiré des propres enregistrements GPS de l'entreprise qui avaient été inclus dans la réponse à l'assignation. Carl Benson a soulevé une objection concernant la preuve GPS. Renée Forsythe a dit, notez. Continuez. Catégorie 2, le compte personnel Chase, 22 mois de dépôt non divulgué. Total transféré du compte professionnel, 167 000 $. Document justificatif, relevé bancaire complet, relevé de transfert, codage des transferts et registres commerciaux. Derek s'est agité sur sa chaise.
Carl Benson a écrit quelque chose sur son bloc-notes juridique. Catégorie 3, le compte de courtage. Valeur actuelle 94 000 $ financé entièrement par le compte Chase, lui-même financé par des actifs matrimoniaux. Document justificatif, les relevés de compte de courtage produits en découverte. Carl Benson a dit, mon client conteste la qualification de ses fonds comme actifs matrimoniaux. Marcus l'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme professionnellement tolérante. Il a dit, Carl, les fonds ont été transférés d'un compte financé par l'entreprise, qui est un actif matrimonial. La chaîne de documentation est complète. Si votre client conteste cela, nous serons heureux de le porter devant un juge. Carl Benson a regardé son bloc-notes juridique. Catégorie 4, les dépenses personnelles imputées aux cartes professionnelles, 31 000 $, 14 cas documentés, y compris des charges dans des restaurants de Buckhead les soirs où Derek m'avait dit qu'il participait à des événements clients sans contact professionnel correspondant dans les registres de son entreprise. Catégorie 5, le Range Rover, immatriculé au nom de l'entreprise, utilisé à des fins personnelles pendant 11 mois, juste valeur marchande, 42 000 $ à inclure dans le patrimoine matrimonial. Catégorie 6, les retraits systématiques d'espèces. 40 200 $ sur 14 mois, caractérisé par l'experte comptable judiciaire comme la création délibérée d'un fonds liquide intraçable, cohérente avec le masquage d'actifs en prévision d'une procédure de divorce. Quand Marcus a eu fini, la pièce est restée silencieuse un instant. Renée Forsyth a regardé Derek directement pour la première fois depuis l'ouverture de la session et elle a dit, « Monsieur Callaway, votre avocat a eu 4 semaines pour examiner cette documentation. Avez-vous une réponse de fond à l'une des 6 catégories ?» Derek a regardé Carl Benson. Carl Benson a dit, « Nous sommes prêts à discuter d'un cadre de règlement révisé à la lumière de la documentation. » Renée a dit, « J'apprécie, mais j'ai demandé une réponse de fond. » Derek a dit, « Non. » Il l'a dit doucement, sans défi. Non pas avec la performance d'impassibilité que je l'avais vu maintenir pendant 3 ans. Il l'a dit avec la quiétude spécifique d'un homme qui est à court d'options. Et je suis resté très immobile en face de lui. Et je n'ai rien dit parce que tout ce qui devait être dit se trouvait dans 47 pages de documentation judiciaire. Et je l'avais déjà tout dit avec des preuves et rien de ce que je pouvais ajouter à ce moment ne le rendrait plus vrai. Le règlement auquel nous sommes parvenus ce jour-là était le suivant. Derek devait rembourser les 238 000 $ d'actifs matrimoniaux dissipés et documentés à la masse matrimoniale avant le partage. La maison conjugale, dans laquelle nous avions environ 160 000 $ de valeur nette, devait être vendue et la valeur nette divisée à parts égales. Le compte de courtage évalué à 94 000 $ a été compté comme faisant partie de la part de Derek dans la masse matrimoniale et compensé par mon règlement. Le Range Rover a été vendu et le produit partagé. Les honoraires de mon avocat et les honoraires de l'expert comptable judiciaire, totalisant 41 000 $, devaient être payés par Derek sur sa part du règlement en raison d'une conduite financière de mauvaise foi documentée. La fiducie familiale Whitmore a été explicitement confirmée par écrit comme propriété distincte, sans aucune revendication de Derek ou de toute partie agissant en son nom. Le total qui est arrivé sur mon compte 6 semaines après la médiation était de 412 000 $. Cela incluait les actifs dissipés remboursés, ma part de la valeur nette de la maison, ma part compensée du compte de courtage, et les coûts supportés par Derek. Je suis sorti de la séance de médiation à 14h47. Je suis resté dans l'ascenseur avec Marcus et n'ai rien dit pendant 4 étages. Puis j'ai dit, merci. Il a dit, c'est vous qui avez fait le travail. J'ai dit, nous l'avons fait tous les deux. Il a dit, oui, nous l'avons fait. Je veux vous parler de Monica Lynn maintenant parce qu'elle ne sort pas de cette histoire indemne. Elle ne sort pas du tout de cette histoire dans la version où tout ce qui est vrai est pris en compte. Monica avait cru, avec la confiance de quelqu'un à qui une personne très douée pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre avait dit ce qu'elle voulait entendre, que ce qu'elle et Derek avaient été une transition. Que Derek était en train de mettre fin à un mariage qui avait fait son temps, et que l'appartement de Virginia Island était un décor temporaire pour la vie qu'il construisait. Elle avait cru cela pendant 14 mois. Elle l'avait aidé. Elle l'avait couvert lors d'événements professionnels. Elle avait été présente, comme je l'ai finalement confirmé, à au moins 2 occasions où Derek avait dit à Patricia quelque chose de faux sur son emplacement, et Patricia m'avait transmis cette fausse information sans ciller. Ce que Monica ne savait pas, n'aurait pas pu savoir parce que Derek ne le lui avait pas dit, c'était l'ampleur de ce qu'il faisait réellement. Elle ne connaissait pas le compte de courtage.
Elle ne savait pas que les retraits d'espèces existaient ni à quoi ils servaient. Elle ne savait pas que Derek avait un troisième téléphone que Diane Kowalski avait identifié d'après les registres de l'entreprise comme un appareil enregistré à l'entreprise et utilisé pour des communications qui n'avaient rien à voir avec Monica. Elle avait cru être la destination. Elle n'était pas la destination. Elle était une zone de transit. Lorsque les documents de médiation sont devenus partie intégrante du dossier public du tribunal, comme ils le firent automatiquement à la finalisation du divorce, l'image qui en est ressortie était accessible à quiconque cherchait. Et les gens de la communauté immobilière d'Atlanta ont cherché parce que les dossiers judiciaires sont publics et les communautés professionnelles sont petites et les gens parlent. Le courtier de Monica l'a convoqué pour une conversation dans les 2 semaines suivant la finalisation. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit lors de cette conversation, mais je sais que le profil LinkedIn de Monica a été mis à jour 3 mois plus tard pour montrer une entreprise différente dans une autre partie de la région métropolitaine. Une plus petite entreprise avec une liste de clients moins proéminente dans un quartier où les relations professionnelles qui comptaient dans son contexte précédent n'avaient plus de poids. Repartir de zéro comme on repart de zéro quand sa réputation professionnelle a été attachée à une histoire qui a mal et publiquement fini. Derek a perdu 2 clients dans les 60 jours suivant le dépôt. Un troisième client, que je connaissais, un promoteur qui avait été référé à Derek en partie grâce à mes propres relations professionnelles avant que je ne quitte le domaine, a appelé le bureau de Derek pour mettre fin à la relation. Le troisième employé de l'entreprise, un homme nommé Greg, qui était avec Derek depuis le début et qui était, d'après ce que Jordan m'avait dit, très conscient du type d'affaires que Derek menait, est parti en septembre. L'entreprise s'est contractée. J'ai suivi sa trajectoire pendant quelques mois de la même manière que l'on suit une voiture sortant d'un parking. Non pas parce que l'on va dans la même direction, mais parce que l'on veut confirmer qu'elle a dégagé son chemin. Patricia, je dois vous parler de Patricia. Patricia n'avait pas été nommée dans la requête en divorce. Il n'y avait aucune base légale pour la nommer, et il n'y avait aucune raison de dépenser de l'énergie. Mais 3 choses se sont produites après la médiation qui ont touché Patricia d'une manière qui ne nécessitait pas mon implication directe. La première fut que Derek, de la manière spécifique que les hommes dans des circonstances financières et personnelles catastrophiques adoptent parfois, a commencé à réévaluer les personnes qui avaient contribué à la catastrophe. Je ne peux pas vérifier ce que Derek a dit à sa mère dans les mois qui ont suivi le divorce. Mais je sais par Jordan, qui était resté en contact avec moi et qui avait un ancien collègue travaillant toujours pour l'entreprise, que Derek a eu une période de communication très directe avec Patricia concernant son rôle dans ce qui s'était passé. Je sais que les dîners familiaux hebdomadaires chez Patricia ont cessé. Je sais que Derek n'a pas passé Thanksgiving ni Noël avec Patricia cette année-là pour la première fois de sa vie d'adulte, et que ce n'était pas son choix. La deuxième fut que la communauté de Patricia, le groupe d'église, le quartier de Roswell, les femmes avec qui elle déjeunait, ont entendu une version de l'histoire provenant de personnes qui avaient assisté à la médiation ou en étaient proches, et que la version qu'elles ont entendue était exacte. Patricia racontait une version différente. La version où Elena était devenue difficile. Elena avait compliqué les choses. Elena avait changé après l'héritage. Cette version a eu une courte durée de vie dans une communauté où la documentation réelle était accessible à quiconque disposait d'un numéro de dossier. La troisième était quelque chose que j'avais anticipé et préparé. Patricia avait une relation financière avec Derek, spécifiquement la maison à Roswell, que Derek avait aidé à acheter et qui comportait un acte créant une certaine exposition financière conjointe. Lorsque la situation financière de Derek s'est contractée, cette relation est devenue compliquée d'une manière que je n'étais pas tenu de gérer, de résoudre ou d'atténuer. Je n'ai pas appelé Patricia. Je ne lui ai pas écrit. Je ne me suis pas expliqué, je ne me suis pas défendu, et je ne lui ai offert aucune forme de réconciliation. Je n'avais rien à réconcilier avec elle parce que je n'avais rien fait de mal. Elle m'avait regardé dans les yeux à une table de cuisine et avait parlé des conséquences négatives des femmes qui mettent leurs sentiments au-dessus de la stabilité tout en sachant ce qu'elles savaient. Ce fut le décompte final entre nous. J'ai déménagé de la maison d'Alpharetta en septembre, avant sa vente, pour un appartement de 2 chambres à 2 catures que j'avais choisi avec le plaisir spécifique de choisir quelque chose sans autre raison que le fait que je le voulais. L'appartement était au 3e étage d'un immeuble avec une cour et une petite salle de sport et une machine à laver séchoir dans l'unité, et il avait de grandes fenêtres orientées à l'est et qui captaient la lumière du matin d'une manière que je trouvais déraisonnablement satisfaisante. La chambre avait assez d'espace pour les meubles que j'avais pris de la maison conjugale, la commode de ma grand-mère, une lampe que je m'étais achetée à Charlotte avant le déménagement à Atlanta, et de l'espace restant,
que je n'ai pas rempli immédiatement parce que j'aimais l'ouverture. Le premier matin où je me suis réveillé dans cet appartement et que j'ai fait du café dans ma propre cuisine et que je me suis tenu à la fenêtre orientée à l'est et que j'ai regardé la lumière entrer. J'étais consciente de quelque chose qu'il m'a fallu un moment pour identifier, l'absence de calcul. Je ne calculais rien. Je ne gérais pas la température d'une pièce ou le contenu d'une expression ou la distance entre ce que je savais et ce que j'étais autorisé à montrer. J'étais debout à ma propre fenêtre dans ma propre cuisine et le café était bon et la lumière était bonne et rien dans la pièce n'exigeait ma performance. J'ai ri doucement toute seule, debout à une fenêtre à 7h40 du matin. J'ai réellement ri. J'ai appelé Priya ce soir-là. Elle était à Charlotte en visite chez sa mère. Je lui ai parlé de l'appartement. Je lui ai parlé de la lumière. Elle a dit, je veux venir le voir. J'ai dit, viens quand tu veux. Elle a dit, je suis fière de toi, Elena. J'ai dit, j'ai fait ce que je savais faire. Elle a dit, oui, et c'était suffisant. La situation financière dans l'année suivant le divorce ressemblait à ceci. J'avais 412 000 $ du règlement. J'avais 1 240 000 $ dans la fiducie familiale Whitmore. Je n'avais aucune dette commune. J'avais un bail sur un appartement qui me coûtait 1 700 $ par mois, ce qui, lorsque je l'ai converti par rapport à ma position financière réelle, représentait un très faible pourcentage de mes ressources. J'avais le réseau professionnel dont j'avais été éloigné pendant 3 ans, ce qui n'est pas la même chose qu'avoir le réseau professionnel actif que j'avais laissé, mais qui est une chose récupérable car la compétence a une mémoire. J'ai contacté le groupe de conseil que j'avais quitté 3 ans plus tôt, non pas pour demander mon poste en retour, mais pour avoir une conversation. Ils avaient une ouverture de poste actuelle. La conversation a mené à une deuxième conversation et la deuxième conversation a mené à une réunion. Et la réunion a mené à un arrangement de consultation qui a commencé en octobre et qui, en janvier, s'était converti en un rôle à temps plein avec un salaire de 23 000 $ de plus que ce que je gagnais quand je suis parti. J'y étais bonne immédiatement. Non pas parce que je n'avais pas été absente. J'avais été absente et il y a eu un réapprentissage. Et il y a eu l'ajustement social de la réintégration dans un monde professionnel après des années passées à être positionnée comme l'épouse de quelqu'un, mais parce que l'intelligence spécifique que l'expertise comptable judiciaire exige n'avait pas été absente. Elle avait fonctionné silencieusement derrière tout ce que je faisais. Pendant 3 ans, elle avait documenté une fraude. Diane Kowalski m'a appelé en novembre pour me faire savoir que l'entreprise de Derek avait été signalée au bureau du secrétaire d'État de Géorgie pour une enquête liée à des irrégularités de comptes professionnels identifiées dans notre processus de découverte. Je l'ai remerciée. Elle a dit, vous étiez une cliente exceptionnellement préparée. J'ai dit, j'étais dans une situation inhabituelle. En décembre, 1 an après les funérailles de mon grand-père, et 9 mois après que j'ai demandé le divorce, ma vie ressemblait à ceci. J'avais 35 ans, je vivais à Decatur dans un appartement plein de lumière du matin, je travaillais à un emploi pour lequel j'étais doué, je parlais à Priya 2 ou 3 fois par semaine. J'avais renoué une amitié avec une femme que j'avais connue avant le mariage, Céleste, qui avait été l'une de mes amies les plus proches à Charlotte et s'était éloignée pendant les années Callaway, comme les amis s'éloignent parfois lorsqu'un mariage absorbe l'espace disponible. Et nous avions commencé l'habitude des appels du dimanche qui était devenue l'une des petites bonnes choses tranquilles de ma semaine. J'avais cessé de m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. J'avais cessé de gérer les perceptions de personnes qui ne méritaient pas ma gestion. Je n'avais pas pardonné à Derek. Je n'avais pas l'intention de le faire. Le pardon est un choix qui appartient à la personne lésée, et la condition d'être lésé ne vous oblige pas à y renoncer pour le confort ou le rétablissement de quelqu'un d'autre. Derek avait fait des choix avec une information complète sur plusieurs années en coordination délibérée avec des personnes qui étaient également conscientes de ses choix. Les conséquences qui ont suivi étaient proportionnées. Je ne les ai pas vécues comme une vengeance. Je les ai vécues comme une exactitude. Je n'avais pas pardonné à Patricia. Les déjeuners avaient cessé. Les appels avaient cessé. La clé de la maison avait été rendue indirectement par la vente de la propriété. Son implication dans le plan de mon mari pour accéder à l'héritage de mon grand-père, alors que l'homme lui-même était à peine sous terre, était le genre de chose qui vit dans sa propre catégorie, et je l'y ai gardé proprement et sans sentiment. Monica Lind avait reconstruit quelque chose dans une entreprise différente, dans un quartier différent. Ce sur quoi elle l'avait reconstruit et si les fondations étaient différentes n'était pas une information que j'ai cherchée. Elle avait fait des choix.
Les choix avaient un coût. Le calcul était terminé. Il y a un matin auquel je pense parfois. Pas le matin où j'ai trouvé le reçu, bien que ce matin-là ait été formateur, mais un matin 3 semaines après la finalisation de la médiation, sous la lumière d'octobre dans mon appartement de Decatur. J'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et un carnet vierge. Le premier carnet vierge que j'avais acheté depuis des années. Non pas pour enregistrer des preuves, non pas pour documenter des dates et des heures, mais parce que j'avais l'envie d'écrire quelque chose, et je voulais un endroit où l'écrire. Je suis restée assise là pendant un moment. J'ai pensé à ce que je dirais à quelqu'un qui se tenait là où je me tenais 18 mois plus tôt, dans une cuisine qui n'était pas tout à fait la sienne, tenant un téléphone qui ressemblait à une menace avec 41 entrées dans une note verrouillée et un sentiment croissant de ce qu'ils regardaient. Je leur dirais ceci. Ce que vous savez est une information. L'information n'est pas un sentiment. Vous n'avez pas à vous excuser de l'avoir, à la minimiser parce qu'elle fait mal, ou à attendre que quelqu'un d'autre la confirme avant de lui faire confiance. Vous avez remarqué. La remarque est le début. Ce que vous en faites est le travail. Et le travail est possible. Il est méthodique. Il est parfois lent et parfois épuisant et occasionnellement terrifiant. Et à la fin, vous êtes debout dans un appartement qui est entièrement le vôtre, buvant du café sous la lumière du matin, et la seule voix dans la pièce est la vôtre. Ce n'est pas une consolation, c'est le prix. J'ai 35 ans. Je vis à Decatur, en Géorgie. Je travaille dans un domaine où je suis vraiment doué. J'ai des amis qui répondent au téléphone et un grand-père qui m'a laissé quelque chose sur quoi m'appuyer et une fiducie que personne ne pouvait toucher. J'ai certains jours un bonheur tranquille et spécifique qui n'a rien à prouver à personne parce qu'il ne se produit pour personne. Il n'appartient qu'à moi. La bague est partie. Je l'ai retirée 3 semaines après le dépôt et l'ai mise dans une boîte. Et la boîte est au fond d'un tiroir que je n'ouvre jamais parce qu'il n'y a aucune raison de l'ouvrir. Ce n'est pas un monument. Ce n'est pas un avertissement. C'est un objet qui a déjà eu un sens et n'en a plus. Et il n'y a pas de chagrin là-dedans. Il y a juste l'absence d'un poids que je portais depuis 3 ans et que je n'ai plus à porter. Je me souviens du matin du mariage, debout dans une chambre d'hôtel à Sedona pendant qu'une femme que j'avais engagée pour me coiffer travaillait sur une section près de ma couronne. J'avais 31 ans et j'étais sur le point de me marier et je me racontais une histoire sur ce à quoi les années à venir ressembleraient. Et dans cette histoire, j'étais heureuse. Je croyais en cette histoire complètement. Je m'y suis accroché à travers les premiers signes et le gaslighting et les téléphones verrouillés et les déjeuners de famille. Je m'y suis accroché plus longtemps qu'elle ne le méritait. Ce que je sais maintenant, c'est que l'histoire que nous nous racontons sur un mariage n'est pas la même que le mariage. Le mariage, ce sont les relevés bancaires et les contrats de location et les messages textes et les 41 entrées dans une note verrouillée. Le mariage est ce que les preuves disent. Et quand les preuves disent quelque chose que vous ne pouvez ignorer, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de la regarder directement, de la documenter soigneusement et d'agir en conséquence. Mon grand-père m'a élevé à être précise, à compter les choses, à faire confiance aux chiffres, à savoir que ce qu'un grand livre dit est plus fiable que ce qu'une personne promet, et que l'écart entre ces deux choses est l'endroit où vit la vérité. Il a passé toute sa vie à construire quelque chose de réel, et il me l'a laissé, et je l'ai gardé en sécurité, et je construis quelque chose de réel avec. C'est la continuité que j'honore. Pas le mariage, pas les années que j'ai données à un homme qui planifiait une sortie pendant que je planifiais une vie. Le travail, la précision, le refus d'accepter que ce que je voyais n'était pas réel. J'ai trouvé un reçu à 6h47 du matin et je n'ai pas pleuré. J'ai pris une photographie et je suis allé faire du café et tout après cela, chaque entrée enregistrée, chaque document photographié, chaque appel à Marcus Webb à 21h, chaque matin dans l'appartement avec les fenêtres orientées à l'est était une ligne directe de ce moment à celui-ci.